Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la grande interview sur PRC TV. Pour faire face aux maux qui minent la société, il faut avoir un repère. C'est à ce rôle de référencement qu'est destiné le rapport sur l'état de la corruption au Cameroun. Le 14e rapport a été rendu public le 27 août 2025. Pour en parler, je reçois le président de la Commission nationale anticorruption, le révérend docteur Dieudonné Massi Gams. Dieudonné Massi Gams, bonjour. Bonjour, Monsieur Fouda. Merci d'avoir répondu à l'invitation du PRC TV. C'est nous qui vous disons toute notre reconnaissance par rapport au souci qui est le vôtre de communiquer, de faire savoir, de faire découvrir davantage au peuple camerounais ce qui se fait à travers le support que nous avons aussi de la part du chef de l'État. Ça, c'est très important, il faut le relever. Vous êtes président de la CONAC depuis le 14 juillet 2011, date de votre nomination par le président de la République, son Excellence Paul Biya. En 2007, vous étiez déjà vice-président de cette instance au sein de la toute première équipe dirigeante présidée par feu le ministre Paul Tessa. Vous êtes pasteur de l'église presbytérienne camerounaise depuis 1971, titulaire d'un doctorat en théologie avec option Histoire de la chrétienté africaine. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé Lutte contre la corruption et restauration morale au Cameroun, paru aux éditions Clés. C'était en 2014. Tout à fait. Alors, Monsieur Dieudonné Massi Gams, quelle définition la CONAC donne-t-elle de la corruption et comment ce phénomène se manifeste-t-il au Cameroun? Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir posé cette question parce qu'il faudrait bien que l'opinion publique et camerounaise et le citoyen lambda puissent être suffisamment édifiés et informés. La définition de la corruption, comme vous le faites bien accentuer, à notre niveau, peut se décliner en 3 points. Premièrement, la vision des institutions de lutte contre la corruption au niveau mondial, Convention des Nations Unies, Convention de l'Union africaine. Ça, c'est la source. Et au niveau de cette approche, on parlerait de la corruption comme étant un acte posé par un agent public. On parlait d'un agent public qui, moyennant des frais, des cadeaux, etc., voudrait rendre service ou refuse de rendre service. Et ça, c'est la définition un peu trop littéraire. Et sur le plan religieux, nous considérons la corruption comme étant le péché. Et déterminer ici, oui, c'est le péché qu'il faudrait relever et le dire par son nom. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le péché. Et ce péché se décline en 2 choses très importantes, condamnées par les réformateurs et condamnées même par le Christ depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, à savoir la simonie, c'est-à-dire l'achat des privilèges ecclésiastiques, et puis les indulgences, ou bien on peut encore chercher à obtenir les grâces. Et vous savez, ça je le dis, si vous ne le savez pas, nous relevons cela, qu'à un moment donné, les tendances religieuses sont à certains moments versées dans cette manière de faire, et ça fait que ce péché qu'est la corruption dans la simonie et dans les indulgences, ce péché prend un peu de l'ampleur. Et en dernier lieu, prenons le citoyen lambda de l'Afrique, notre Cameroun, le pygmée de l'Est ou d'ailleurs. Lui, il parlait de la corruption comme étant les tromperies, non seulement les tromperies, le faux, non seulement le faux, l'abus d'autorité. Voilà comment est-ce que le citoyen ordinaire comprend la corruption, et c'est dans ce sens-là que la CONAC travaille, bien sûr, sur l'égide du chef de l'État, qui a eu vraiment la vision de faire en sorte que cette structure se mette en place. Justement, comment est-ce que vous appréhendez le rôle de la CONAC dans la stratégie
de lutte contre la corruption que mène avec détermination le chef de l'État. Ah oui, et justement, sans vouloir sonner de la trompette, si nous sommes humbles pour reconnaître un certain nombre de choses, rappelons-nous qu'en 1982, quand le chef de l'État accédait au pouvoir, il parlait déjà de deux choses, la rigueur et la moralisation. Et ce n'était pas un discours vain, c'était une réalité qui s'était concrétisée et ceci s'est manifesté à travers la création de la corruption et de la Commission nationale anticorruption, y compris bien sûr d'autres structures, parce que toutes les autres structures ont été créées en 2006, 2007, etc. Et pour permettre en sorte que la lutte contre la corruption soit davantage accentuée. Et la CONAC se trouve être le bras séculier du chef de l'État pour la lutte contre la corruption et le centre de l'action à mener au niveau national pour la lutte contre la corruption. C'est pour cela que chaque fin d'année, comme vous l'avez bien souligné, la CONAC réunit les rapports pour présenter un rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun. Et c'est ça la mission de la CONAC, à savoir faire en sorte que le plan gouvernemental de lutte contre la corruption soit implémenté. Deuxièmement, veiller à ce que la fortune publique soit préservée. Troisièmement, proposer des solutions à la lutte contre la corruption au niveau national. Et ceci doit intéresser toutes les structures de notre pays, tant les structures administratives, politiques, sociales, culturelles, etc., que dans les services privés. Donc ce n'est pas simplement un problème simplement gouvernemental, parce qu'à certains moments, on pense que la lutte contre la corruption ne concerne que l'État ou ne concerne que les agents de l'État. Il n'en est nullement question. Et tout à l'heure, quand nous avons parlé de la simonie et des indulgences, les églises sont davantage interpellées. Pas seulement les églises chrétiennes, mais aussi les confessions religieuses musulmanes. Parce que les tendances religieuses, à un moment donné, font en sorte qu'il y ait des blanchiments d'argent. Donc, ce sont là des préoccupations de la CONAC pour préserver effectivement les biens publics et pour permettre en sorte que le développement dont nous avons besoin, qui doit être un développement général et non un développement des particuliers ou bien d'un groupe de personnes, mais que cela puisse être effectivement partagé et que le citoyen lambda se dise qu'on s'occupe de son problème aussi et qu'il peut évoluer avec assurance, qu'on s'intéresse à sa vie jusqu'au plus petit détail. Le chef de l'État, dans plusieurs de ses discours, a tiré à boulet rouge contre la corruption. Il a souvent indiqué que les prévaricateurs de la fortune publique devront rendre gorge. Tout à fait. Et il a martelé également que la corruption doit cesser. Alors comment est-ce que vous appréciez cet engagement du chef de l'État à tordre le cou à la corruption au Cameroun? Nous l'apprécions positivement et nous disons que c'est l'un des leviers sur lequel nous nous fondons. Et nous disons même que c'est là le signe marquant, important, disons fort, qui prouve qu'il y a la volonté politique de la part du chef de l'État de lutter effectivement contre la corruption. Ça, c'est notre affirmation, notre conviction, et c'est pour cela que nous sommes déterminés pour que, lorsqu'il dit qu'il faut rendre gorge, qui doit le faire? Qui doit permettre en sorte qu'on rende gorge? Ce n'est pas lui qui va descendre sur le terrain. C'est chaque citoyen à son niveau. Et la CONAC est là comme un agent pour
interpeller les uns et les autres. Et c'est ce travail qui s'est fait par rapport à un document que nous avons produit. Et ce document, nous l'avons et le gouvernement l'a validé. Et nous sommes ici à la deuxième édition de ce document qui est la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui a été validé en 2011 et qui a été repris en 2022. Ça va aller jusqu'en 2026. C'est ceci qui constitue la boussole. Dans cette boussole-là, il y a une détermination de tous les secteurs de la vie publique au niveau national et voire au niveau international. Donc, c'est le plan d'action. Et ici, dans cette stratégie nationale, il y a un terme clé qui condense toutes les autres activités que nous menons, à savoir le précis. Le précis, c'est quoi? Le précis, c'est la prévention, l'éducation, conditions, incitation et sanctions. Vous voyez qu'il y a des plans d'action qui sont effectivement menés là-dedans. Et quand le chef de l'État dit que la lutte contre la corruption va aller en s'intensifiant, cela est effectivement progressif par rapport à ce plan précis dont nous venons de parler et dont la déclination vient d'être faite. Voilà la mission que la CONAC mène par rapport à ce que le chef de l'État ne cesse de dire et d'insister que les Camerounais le fassent. Et nous aimerions aller plus loin pour dire qu'il y a une vision. Cette vision, elle est très intéressante. J'aimerais prendre une image un peu biblique. Allez-y. Si vous le permettez. Allez-y. Si vous le permettez. Vous savez, lorsqu'il a fallu parler de la libération du peuple d'Israël biblique, des temps bibliques, je ne parle pas d'Israël de temps actuel, mais temps biblique, Moïse a été un homme avisé, éclairé, édifié, soucieux du peuple d'Israël, de la vie du peuple d'Israël, de l'avenir du peuple d'Israël, et a conduit ce peuple vers la terre promise. Nous avons une vision qui est celle du chef de l'État. Vous la connaissez, à savoir l'émergence en 2035. C'est une vision. Et il faut l'atteindre. Et on doit l'atteindre en combattant effectivement la corruption, en éliminant dans les habitudes qui se sont développées, et généralement l'être humain est prêt à imiter ce qui est mauvais et à ne pas faire valoir ce qui est bien. Mais le bien reste le bien et le mal reste le mal. Le bien reste le bien et le mal reste le mal. Et pour tordre le cou à la corruption, il faut être efficace. Il faut être efficace. Est-ce qu'il y a une sorte de, on va dire, une synergie d'action entre tous les organes de lutte contre la corruption? Il y a la CONAC, il y a l'Agence nationale d'investigation, l'ANIF, le tribunal criminel spécial et même également le contrôle supérieur de l'État. Comment est-ce que vous travaillez? J'ai souvent une image qui est très intéressante. Et je pense qu'on peut la prendre. D'accord. Notre main, la main de l'être humain. Vous voyez la main de l'être humain, oui. Elle a 5 doigts. Et chaque doigt a un rôle à jouer. Si on enlève l'un des doigts, la main est fragilisée. Oui. C'est un peu ça, la construction de la lutte contre la corruption par l'initiative du chef de l'État, en créant à la fois la CONAC, l'ANIF, le CONSUPE, la Chambre des comptes, le tribunal criminel spécial. Oui. Il y a une synergie d'action. C'est pour cela que tout à l'heure nous disions que chaque fin d'année, la CONAC centralise tous les rapports venant de tous les secteurs. Et ces rapports sont rendus publics, présentés d'abord au chef de l'État et puis rendus publics à
à la nation. Ça veut dire qu'il y a une action synergique qui se conjugue entre toutes ces structures et on se complète. Comme les doigts de la main se complètent. Oui. Comme les doigts de la main se complètent. Je crois que c'est quelque chose de très important. Il faudrait simplement que les uns et les autres sachent se déterminer par rapport à ce que je peux dire le cahier de charges. C'est le cahier de charges. Il y a les textes organiques. Chaque structure a son texte organique. Il faut tenir compte de cela. Mais le souci, c'est quoi? C'est la nation camerounaise. C'est le peuple camerounais. C'est le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Léguer quelque chose de crédible aux générations futures. Quand le chef de l'État parle de l'émergence en 2035, nous qui avons déjà 60 ou 70 ans, est-ce que c'est facile de parler d'atteindre 2065? Qui en sera héritier? Qui en sera héritier? C'est bien sûr cette jeunesse camerounaise. Et il faudrait bien que cette jeunesse camerounaise adhère à cette vision pour atteindre 2035 en se dépouillant de ce qui est négatif. Et le négatif, c'est la corruption. Il ne faudrait pas que cette jeunesse se dise on m'a légué la corruption comme héritage. Ce serait négatif. Oui, c'est pour ça que le chef de l'État est déterminé à lutter contre la corruption. Voilà. Au classement de la corruption par pays fait par Transparency International, le Cameroun est classé 140e sur 180 pays classés, ex aequo avec 5 autres nations. Alors, il se trouve qu'en 1999, le Cameroun avait occupé la très peu envieuse place de premier pays le plus corrompu au monde. Le Cameroun a manifestement fait un saut qualitatif. Alors, selon vous, qu'est-ce que cela démontre au monde? En effet, ce n'est pas seulement 1999, comme vous êtes en train de le dire. Il y a 1998, j'en ai parlé dans l'un de mes ouvrages, Lutte contre la corruption et restauration morale au Cameroun. Quand les structures de lutte contre la corruption ont été mises en place et quand le président de la République a dit que la lutte contre la corruption va s'intensifier, effectivement, ceci a porté des fruits. Et nous avons connu des résultats importants. Des résultats importants dus à ce que l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Cameroun a été menée sur le terrain. Nous ne sommes pas restés dans le bureau. Et il y a eu, à notre avis, la création des cellules nationales de lutte contre la corruption dans les ministères. Et vous vous rappelez, si vous vous souvenez bien, à un moment donné, les leaders politiques, à savoir certains responsables ministériels, prenaient des engagements pour dire nous allons mener des initiatives à résultats rapides. En 100 jours, nous allons éradiquer la corruption dans tel secteur de notre ministère, dans tel secteur. Bon, il est vrai que quelque part, certains d'entre eux ont lâché maintenant. C'était pour certains d'entre eux des slogans politiques. Il ne faut pas que cela reste des slogans. Enfin, je parle vraiment comme président de la CONAC. Il ne faut pas que cela reste dans ce sens. Mais avec l'implémentation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, nous sommes descendus sur le terrain, nous sommes allés dans les régions, nous avons eu du temps pour créer des clubs d'intégrité, nous avons mené des investigations sur le terrain, nous avons mené également des actions d'initiative rapide, des actions d'intervention rapide qui ont été menées, et il y a eu non plus la phase de sensibilisation, mais la phase de répression. Et à partir de cela, le Cameroun a engagé, en dehors des préjudices qu'il a connus, selon les rapports, tous les rapports que nous avons donnés, mais cette fois-ci, le Cameroun a engagé des grands pas qui ont permis en sorte que l'on commence à sortir la tête de
de l'eau. Et on n'est plus très immergé, on va émerger, on est en train d'émerger. Et justement, c'est l'un des soucis du chef de l'État. Et nous pensons que ceci est une initiative noble, elle est vraiment noble, qui devrait davantage stimuler la volonté de chaque chrétien, de chaque citoyen, de chaque famille, de chaque agent de l'État pour se dire l'action doit être menée par moi et que je dois être le premier acteur de lutte contre la corruption pour les résultats que mon pays attend et que j'attends aussi. Ces grands pas dont vous parlez peuvent se percevoir à travers les chiffres que vous avez rendus publics. Justement. Le 27 août dernier, vous avez indiqué que le Cameroun, du fait de la corruption, en 2024, a perdu 4,06 milliards de francs CFA. Pourtant, en 2023, oui, il s'agissait de 114 milliards de francs CFA. Tout à fait. Donc c'est une amélioration de 96%. Tout à fait. Quels sont les ressorts de cette baisse? Alors, les ressorts de cette baisse sont assez nombreux. Et le premier ressort, à notre avis, c'est cet esprit de dénonciation. Parce qu'à un moment donné, les Camerounais avaient peur de parler de la corruption et de dénoncer. Et de dénoncer. Mais aujourd'hui, ils ont le courage de dénoncer. Non seulement cela, on avait dit dans nos entretiens avec les responsables, les leaders des ministères et de certains services, les directeurs, etc., que ce n'était pas normal que nous ayons dans les cellules ministérielles de lutte contre la corruption des amis, des copains, des membres de famille, etc., mais que nous ayons des gens neutres qui ont le souci du bien commun et non le souci du bien particulier. Alors à partir de là, les choses ont changé. Non seulement cela, nous sommes allés plus loin également pour l'éducation à l'intégrité, l'école de l'intégrité. Rappelez-vous qu'à un moment donné dans nos universités, on parlait de notes sexuellement transmissibles. Oui. Ou encore que dans certains de nos services publics, on parlait des pourcentages qu'il fallait donner quand il fallait aller retirer ce qui revenait de droit à X ou Y. Aujourd'hui, cette tendance est en train de disparaître. Et je crois qu'aujourd'hui, on parle de mérite. Et les souffleurs ou bien les sonneurs d'alerte. Les sonneurs d'alerte sont devenus nombreux. Et on se dit, faites attention. Vous ne savez pas si ce que nous sommes en train de faire maintenant n'est pas en train d'être suivi par un agent X ou Y de la CONAC. Ça fait que, comme on le dit, la présence du gendarme permet en sorte qu'il y ait la peur un peu. Et ça, je crois que ceci a permis en sorte que l'on développe davantage dans les consciences des uns et des autres la redevabilité des comptes. La redevabilité des comptes. Sachons rendre compte, non seulement à ceux qui nous ont donné la responsabilité, mais j'ai l'habitude de dire, M. Fouda, comme pasteur, à un moment donné, Dieu nous demandera des comptes à rendre de ce que nous faisons par rapport à ce que nous avons, à partir de nos familles jusqu'aux responsabilités que nous avons assumées ou que nous assumons. À celui qu'on a donné, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup de comptes à rendre. Nous avons eu le plaisir de lire le rapport sur l'état de la corruption 2024 et dès l'avant-propos de ce rapport, il y a une phrase, l'urgence d'une prise en main collective de notre destin national. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et nous entendons par là que la lutte contre la corruption est la bataille de tout le monde.
de chaque citoyen camerounais, de chaque Camerounaise, à quelque niveau que ce soit. Et nous le disons humblement, personne ne viendra du haut pour changer le bas. Et là, permettez-nous de dire quelque chose, ça c'est le drame que nous autres nous constatons. Qui viendra transformer l'Afrique, M. Fouda? Qui va transformer nos familles? Qui va transformer notre pays? Qui va transformer nos structures? Qui va transformer nos routes? Qui va transformer nos écoles, nos universités, etc. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes par rapport à ce que nous avons et nous devons savoir les utiliser, alors bien les utiliser pour l'intérêt commun. Quel Cameroun, comme on aimerait bien le dire, quel Cameroun laisserons-nous aux générations futures? Qu'est-ce que le Cameroun n'a pas déjà fait pour nous? Au niveau où nous nous trouvons, où si chacun d'entre nous se posait cette question, je suis aujourd'hui ce que je suis parce que les autres ont fait quelque chose pour moi. Personne d'entre nous n'est né d'un arbre. Personne. Ce sont les autres qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et ils ont conjugué des efforts pour que nous soyons là où nous sommes. Par conséquent, en retour, l'intérêt commun doit être prioritaire par rapport à l'intérêt individuel ou des groupuscules. Ceci aidera énormément. Et je crois que c'est ça le souci, le levier dont il est question par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur la lutte contre la corruption et par rapport à ce que vous avez posé là comme préoccupation, comme question. Vous disiez tout à l'heure que les Camerounais avaient, semble-t-il, peur de dénoncer des actes de corruption et désormais les Camerounais communiquent beaucoup plus sur les actes de corruption qu'ils vivent. Les signalements d'actes de corruption, d'après le rapport, sont en hausse de 40%. Tout à fait. Et les Camerounais utilisent plusieurs canaux de communication, la messagerie électronique et même WhatsApp. Alors, aussi, oui. qu'est-ce que cela traduirait d'après vous? Quel est le rapport que les Camerounais ont avec ces outils de communication que vous mettez en place pour dénoncer la corruption? Non. Je crois que c'est aussi simple que ça. Le Cameroun n'est pas un îlot, un pays isolé qui travaille en vase clos. Il y a aujourd'hui le village planétaire et puis la communication est devenue le mode le plus facile de communiquer entre les pays, entre les nations, etc., entre même les individus. Et à certains moments, ça nous le disons, les étudiants à certains moments ont une avance par rapport à un programme que les professeurs ont conçu dans les recherches à certains moments. C'est ça. Et c'est pour cela qu'à certains moments, on peut facilement aussi découvrir les plagiats dans certains mémoires ou bien dans certaines thèses, etc. Bon, mais c'est pour dire que la communication devient la denrée la plus utilisée. Les TIC deviennent aujourd'hui utiles. Et même la digitalisation, il faudrait bien aller jusque-là. Et je pense que ce sont là des moyens qui hier n'étaient pas suffisamment connus. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire à un Camerounais, surtout même les enfants de la CIL et même de la maternelle, et commencent à utiliser les TIC. Il faudrait simplement qu'on sache canaliser pour qu'il n'y ait pas de dérapage par rapport à certains usages qui ne permettent pas de préserver la dignité ou la crédibilité humaine. Mais nous disons que ceci est très important. Non seulement cela, mais il y a l'éducation. L'éducation à l'intégrité, avec les clubs que nous avons créés, la CONAC a fait créer dans des universités, dans des écoles, les lycées et collèges, et au niveau des primaires, nous avons créé des clubs d'intégrité et nous avons même fait des campagnes. Nous nous rappelons en 2020-2021, on avait fait une campagne où on avait dit aux enfants, aux élèves, on leur a fait comprendre que ce qui ne t'appartient pas, n'y touche pas. Ça, c'était un slogan que nous avons utilisé et je pense que ça a porté. Mais justement, quelle est la portée de ces clubs?
il existe également ce qu'on appelle le programme clinique anticorruption. Clinique anticorruption. Est-ce que ça fonctionne? C'est même réclamé. Il ne faut pas seulement dire qu'est-ce que ça fonctionne, mais la population réclame que ces cliniques se multiplient même. Parce que c'est en fonction de ces cliniques d'ailleurs que les fonds rentrent dans les... C'est pas encore éloigné. Il y a de cela 2 semaines à peine. Nous venons de faire une opération coup de poing où nous avons parlé du problème du pétrole lampant, où l'État finance, donne des subventions pour permettre à la ménagère de pouvoir s'approprier ou bien d'acquérir 1 litre de pétrole à 350 francs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Les détenteurs des stations commerciales de vente de carburant, etc., se sont amusés à vendre, à faire la surenchère, à donner cela à ceux qui ne devraient pas les acheter, par exemple les boulangeries, les scieries, etc., etc. Et on a récupéré en moins de 2 jours au moins 60 millions. 60 millions, c'est ça. Au moins 60 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on va travailler en utilisant cette voie d'action, d'intervention rapide ou bien des cliniques anti-corruption, ceci permettra en sorte que davantage des pôles comme ceux-là soient découverts et les fonds qui devraient être pour l'intérêt général vont être récupérés davantage et ceci permettra en sorte que on éradique davantage ces pratiques malsaines qui n'honorent pas. Et on va continuer à se plaindre. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, alors que l'État consacre d'énormes sacrifices pour subventionner certaines structures. Et nous allons continuer. Ce ne sera pas seulement sur le pétrole, on va aller davantage encore au niveau des écoles. On va aller dans les écoles, on va aller dans les universités, on va aller campagne cacaoyère anticorruption, campagne caféière anticorruption, campagne cotonnière anticorruption. Mais il nous faudrait davantage des équipes et des moyens. Mais nous y allons. On ne se décourage pas. Mesdames et messieurs, vous regardez la grande interview sur PRC TV. Une respiration et on revient dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC TV, nous recevons aujourd'hui le président de la Commission nationale anticorruption, le révérend Dr Dieudonné Massi Gams. Révérend, nous allons prendre un crochet, nous allons faire un crochet au studio 2 pour prendre Abdoul Kadi Ngoura qui nous écoute. Abdoul Kadi Ngoura, bonjour. Merci, bonjour Alain Patrick Fouda, heureux de vous retrouver depuis le studio 2 de PRC TV. Monsieur le Président de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, le révérend Dr Dieudonné Massi Gams, bienvenue une fois de plus dans les studios de PRC TV. Merci de votre disponibilité pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur des questions liées à la corruption. L'une des missions, en tout cas, à vous assignée par le chef de l'État, le président Paul Biya. C'est moi qui vous dis davantage merci pour votre intérêt, pour votre invitation et le souci qui est le vôtre de faire savoir, de faire connaître et davantage édifier le citoyen lambda par rapport à ce qui s'est fait dans la lutte contre la corruption, qui est une œuvre salutaire initiée par Monsieur le Président de la République, Paul Biya, ayant créé la Commission nationale anticorruption et d'autres structures dont nous parlons aujourd'hui dans notre pays. Merci pour cet intérêt-là. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur le Président, intéressons-nous à ces secteurs qui, dans votre rapport rendu public, le rapport de 2024 bien évidemment, sont les plus affectés par le phénomène de la corruption. Quels sont ces secteurs? Bien, selon ce rapport, et si vous le permettez, nous aimerions donner ici
quelque chose de précis par rapport à un travail intellectuel qui a été fait, non seulement le travail intellectuel, mais aussi les descentes sur le terrain. Parce que nous sommes allés sur le terrain pour investiguer. Il y a eu des questions qui ont été posées, et surtout au niveau de toutes les régions de notre pays. Et nous avons collecté un certain nombre d'informations. Et ces informations nous ont permis de dégager les administrations publiques qui sont beaucoup plus en vue par rapport à la corruption dans notre pays. Il y a les finances, il y a la justice, il y a la santé publique, il y a la délégation générale à la sécurité nationale, il y a la défense, il y a la fonction publique, il y a les enseignements secondaires et les enseignements supérieurs. Voilà les établissements. Et puis, il faut mettre là également les domaines, les services des domaines. Et voilà. Donc, ce sont là des cas qui émergent selon l'avis de la population camerounaise. Alors, dans le même sens, Monsieur le Président, existe-t-il des secteurs, si l'on ose le dire ainsi, chroniquement corrompus? Parmi ceux-là, il y a des chroniques que nous avons citées tout à l'heure. Parmi ceux que nous avons cités tout à l'heure, il y a des secteurs chroniques qui sont là et il faudrait bien que les autres sachent combien, au moins les services des domaines ne sont pas à l'abri. Hein. Les usagers crient, non seulement les domaines, mais il y a aussi la santé, où les gens crient par rapport aux services rendus. Je suivais encore des émissions dernièrement, la manière d'accueillir les malades et de les traiter. Et quand les rentrées scolaires arrivent, c'est tout un autre problème. Et quand vous allez aussi dans les services financiers, c'est un problème. À un moment donné, et certains dossiers, et même certaines communautés territoriales décentralisées à certains moments, au niveau de certaines communes, les copies des actes qui doivent être délivrés sans que l'on ne puisse demander des frais illégaux. Et ça, c'est monnaie courante, un peu. Voilà donc des cas qui doivent attirer l'attention des uns et des autres. On ne peut pas construire notre pays en gardant des attitudes comme celle-là. Et nous avons l'habitude de dire quelque chose. Qui n'a pas de famille? Quel est le fonctionnaire au Cameroun qui n'a pas de famille, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, qui n'a pas de tante ou des oncles? Parce que ce qu'on fait à l'un de mal, on n'aimerait pas que cela se fasse à nous ou à l'un des nôtres. Donc je pense qu'on est là comme serviteur. Le serviteur doit être effectivement celui qui est prêt à aider et à apporter son service à celui qui demande de rendre service. Je crois que c'est simple. On n'a rien à compliquer là. Et malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, avoir un poste de travail, c'est une aubaine pour tirer des avantages. On ne sait quel avantage. Certains disent, notre temps de manger est arrivé. C'est des langages qu'il ne faudrait pas que les Camerounais continuent à entretenir dans notre pays aujourd'hui. Quand on a un poste de responsabilité, on fête. Et les gens qu'on a appelés, ce sont les amis pour venir fêter parce qu'on a le poste de responsabilité, ce qui n'est pas une bonne chose. Révérend docteur, vous avez évoqué quelques points, notamment l'éducation, les finances et dans une certaine mesure les domaines. Comment peut-on expliquer cette situation qui semble aujourd'hui devenir sempiternelle? Y a-t-il des moyens pour y remédier? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On peut simplement dire que c'est la résistance. Nous avons parlé du péché, il y a des gens qui ne veulent pas se repentir. Il y a des gens qui ne veulent pas se repentir, qui gardent les mauvaises habitudes, et comme on le dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Mais il y a des résistances. Nous avons, là, dans notre langage, nous avons affaire aux tigres et aux mouches qui continuent à tourner, des tigres qui voudraient continuer à manger de la chair et à boire du sang, etc.
il y a cet élément. Et l'Africain dit quelque chose. Je ne sais pas si nous, Africains, nous comprenons effectivement de quoi il est question. L'Africain dit dans un proverbe que la tortue a dit qu'il faut accrocher le sac à la hauteur de sa taille. Sinon, quand vous accrochez le sac au-delà de votre taille, vous allez chercher à aller décrocher le sac, vous risquez de tomber parce que vous n'avez pas la taille nécessaire pour aller décrocher le sac. Cela veut dire qu'il y a des gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens et utiliser donc des voies qui ne sont pas normales. Voilà l'une des causes que nous pouvons relever. Il est vrai aussi que quelque part, on parlerait, bon, on a connu ça dans n'importe quel pays, il y a le problème de manque de moyens disponibles. Les budgets ne sont pas à la hauteur de répondre à toutes les attentes. Ça, il faut le relever. Bon, malheureusement, c'est une remarque que je fais, parce que parmi les gens qu'on trouve souvent les plus corrompus, ce sont les gens qui ont les salaires les plus importants, les moyens financiers les plus importants. C'est regrettable quand même. Parce que les gens vont dire que c'est le manque de salaire. Je suis mal payé, mais quand on va dans les détails, on trouve que la forte corruption est presque souvent à partir de ceux qui ont même les moyens les plus indiqués. Bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce problème? Je crois qu'il faudrait davantage développer l'honnêteté personnelle, l'intégrité personnelle. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je dis cela avec toute la profondeur qui est la mienne, comme l'un des serviteurs de l'Église parmi tant d'autres. Je crois que sans risque de nous tromper, nous sommes l'un des pays les plus religieux. Je crois. L'un des pays les plus religieux. Et je me suis amusé un jour à demander à certains responsables combien y a-t-il d'anciens chrétiens ou d'anciens séminaristes dans certains de nos services. On m'a dit que la plupart de certains de nos services au niveau de notre pays ont des anciens séminaristes. Et ils sont nombreux. Et des chrétiens, non seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans fervents qui vont au culte de vendredi et qui vont à la Mecque aussi et qui reviennent avec les titres. Nous en parlons avec les évêques, avec les imams, avec les pasteurs. Et nous disons que nous ne devons pas être simplement des formalistes, mais nous devons être réalistes par rapport à l'expression de la foi qui parle de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par conséquent, tu ne peux pas faire du mal en utilisant la corruption pour nuire au prochain. Ça, c'est sur le plan, à mon avis, moral, sur le plan éthique. Il faudrait que cette notion soit davantage développée et nous pensons que l'éducation à l'intégrité devrait se faire davantage à partir des familles jusqu'au niveau supérieur. Et quand je parle de famille, il y a la famille génitrice, mais il y a aussi la famille à une dimension importante. Il y a la famille scolaire, la famille sportive, la famille politique, la famille économique, la famille, etc., etc. Il faudrait bien que ceci s'étende à tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au niveau universitaire, en passant par les écoles de formation. Je crois que si ceci est dispensé davantage, et je crois que c'est le souci que le chef de l'État, quand le chef de l'État parle de la moralisation, c'est dans ce domaine aussi là. Il faudrait bien que cette moralisation soit intégrée dans les programmes de formation, dans les programmes d'éducation, et même dans les homélies, et dans les services religieux, et que les imams ou les pasteurs et les prêtres que nous sommes, nous devons dire, quand quelqu'un vient me donner une enveloppe qui est pleine, je dois lui demander d'où vient cette enveloppe. Est-ce qu'il faudrait simplement que je la prenne
parce que quelqu'un veut se faire voir au niveau, ou alors il a donné beaucoup d'argent pour construire quelque chose que cela, alors qu'au niveau de son service, ça pose des problèmes. Je crois que ce sont là des choses qu'il faut faire. Et je pense que nous sommes interpellés. Vraiment, nous sommes interpellés. Et ça, je dis humblement que l'interpellation ici ne concerne pas seulement les services publics, mais aussi les services privés et même les communautés religieuses. Et pourquoi pas les chefs traditionnels qui, au niveau de la CONAC, sont considérés comme les piliers d'intégrité. On considère comme piliers d'intégrité le corps religieux, le corps politique, le corps traditionnel, et nous y ajoutons aussi le corps judiciaire. Voilà les domaines qui nécessiteraient que cette vie d'intégrité soit effectivement menée et que l'enseignement puisse être dispensé dans les séminaires ou bien les ateliers ou les recyclages, etc. Ceci devrait être pris en compte. Voilà ce que je peux dire à ce niveau par rapport à ce que vous avez posé comme deux problèmes à ce niveau-là. Ce sont des problèmes très sérieux à notre humble avis. Révérend docteur Dieudonné Massigam, président de la Commission nationale anticorruption, de votre disponibilité, merci. Alain Patrick Fouda, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Abdul-Kadir Ngoura, merci. Nous vous avons eu depuis le studio 2 de la rédaction de PRC-TV. Révérend docteur Dieudonné Massigam, quel est selon vous, ou alors comment qualifierez-vous le bilan de l'action de la CONAC dans le chantier de la lutte contre la corruption au Cameroun? Nous pouvons dire humblement, comme on le dit chez nous, en Afrique, ce n'est pas le danseur qui dit qu'il sait danser. Et quand nous étions encore à l'école primaire, à la maternelle, nous avons appris une chanson qui, à l'époque, ça paraissait banal quand nous faisions la maternelle. Ça, c'est les années 60. Hein. Et là, on apprenait en disant « Entrez dans la danse, voyez comment danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voulez. » C'était un peu banal à l'époque. Mais aujourd'hui, nous comprenons de quoi il est question. Il faudrait bien que le Cameroun entre aussi dans la danse en voyant les autres pays qui luttent contre la corruption, quelles méthodes ces pays ont utilisées. Et nous avons des méthodes. Et le chef de l'État a mis un cap. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est déjà là. Il faudrait qu'on l'implémente. Et cette implémentation doit passer à tous les niveaux, du sommet jusqu'à la base. Qu'on ne fasse pas le matutivisme, qu'on ne fasse pas le matuvisme au niveau uniquement central, mais qu'il y ait une action effectivement décentralisée pour que cette implémentation porte des fruits afin que le dernier citoyen, le bororo de je ne sais où, ou le pygmée de quelle forêt, à quel endroit, qu'il sache qu'on s'occupe de son problème et qu'il peut être content, et il est content comme citoyen parce qu'on a résolu son problème, on a facilité son évolution, on a inscrit son enfant à l'école, son enfant est allé, on a eu donné des soins de santé qu'on attend, et puis les moyens qui lui permettent de se déplacer, d'utiliser la production qu'il a faite ou qu'elle a faite, etc. Ceci est très, très important. Et je pense humblement que si les uns et les autres, au niveau de notre pays, permettaient en sorte d'observer les autres, le pied de danse de lutte contre la corruption que les autres ont pu mener pour atteindre le meilleur des niveaux, le meilleur de rang de classification. Nous aussi, nous emboîtons le pas selon ce que le chef de l'État a donné comme canevas. Alors on va atteindre l'émergence. Nous allons atteindre l'émergence. Et 2035 n'est plus loin.
Nous sommes en 2025. Il reste combien d'années? Il reste 10 ans. Hein? 10 ans. Il reste 10 ans. Et 10 ans, ça s'écoule facilement quand on a du travail à faire. Quand on se met au travail, les 10 ans s'écoulent facilement. C'est pour cela que on dit un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous avons quelqu'un qui a déjà mis une boussole, qui a tracé, et je crois que la lutte contre la corruption est l'un des chevaux de bataille qu'il a adopté avec les autres structures qu'il a pu mettre en place. Il faudrait bien que l'on entre dans la danse avec les autres pour atteindre ces objectifs-là. Les informations qui sont contenues dans le rapport sur l'état de la corruption au Cameroun sont très intéressantes, très enrichissantes. D'aucuns pensent qu'au-delà de publier des rapports, il faudrait peut-être que la CONAC ait des moyens de coercition. Alors, dites-nous, révérend docteur, jusqu'où est-ce que peut aller la CONAC dans la lutte contre la corruption? Est-ce que vous avez des ressources, des moyens de coercition? En effet, dans la plupart de nos rapports, le 14e d'ailleurs, c'est le 14e que nous venons de donner, nous n'avons jamais cessé d'en parler. Et c'est aussi un proverbe africain qui dit que la tortue veut danser, mais elle n'a pas de poitrine pour savoir danser. Pour savoir danser. Ça veut dire que si on permettait à la tortue de se dépouiller davantage de sa carapace, elle s'exprimerait davantage. Et elle danserait davantage, elle ferait encore mieux. C'est pour dire que, vous savez, ce n'est pas seulement le problème de la corruption. Nous l'avons dit dans notre rapport. Nous l'avons dit dans le rapport que les structures de lutte contre la corruption doivent être outillées, davantage outillées, en matière humaine, en matière financière. Justement, vous parlez dans cette partie du rapport, voilà. Vous indiquez que vous aimeriez que la CONAC reçoive plus de ressources. Voilà, il a les Mais ressources. Le rapport ne précise pas de quelles ressources. Voilà, les ressources humaines. De quelles ressources? Effectivement, les ressources humaines. Nous ne sommes pas, par rapport à certains pays qui savent danser pour la lutte contre la corruption, nous sommes les moins nantis en personnel. Il faudrait bien que cela se fasse. Ce n'est pas seulement nous, mais d'autres structures devraient en bénéficier aussi. Pas seulement nous, nous ne parlons pas seulement du problème de la CONAC, mais nous parlons d'autres structures avec lesquelles nous dialoguons, également nous partageons. Et puis, il y a aussi les Africains qui disent que vous avez un chien de chasse. Vous allez à la chasse avec le chien. Il attrape le gibier, il revient. Maintenant, quand il voudrait manger, ne serait-ce qu'un petit morceau, vous le mettez de côté, vous lui donnez peut-être les os après avoir mangé la chair. Ça va fragiliser le chien, mais il reste le chien. Il reste votre chien. Il reste le chien qui va continuer à jouer son rôle de protecteur, de veilleur, de surveillant et même de chasseur pour aller. Mais il faudrait nourrir le chien. Il faut bien le nourrir. C'est pour cela que dans d'autres cultures, il y a des moyens qu'on met à la disposition des gardiens des chiens pour les élever. On a aujourd'hui des grands chiens, des chiens qui sont des colonels. Et concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour dire qu'il faudrait davantage donner des moyens suffisants. De l'argent? Oui, mais ce n'est pas seulement nous. Prenons, je parle de la danse. Hein. Quand il faudrait faire des investigations sur le terrain et qu'il y ait des chantiers qui sont abandonnés, ou des routes qui n'ont pas été construites, ou des hôpitaux qui ont été abandonnés, ou encore des secteurs scolaires, etc. Il faut descendre sur le terrain. On va descendre sur le terrain sans avoir des potentialités humaines et des potentialités financières. On ne peut pas le faire. Si on nous sollicite à Garoua, ou à Maroua, ou à Molundu, ou à Fongo, Tongo, ou etc., à un moment donné, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
il faudrait bien se déplacer. Et s'il faudrait avoir avec nous des officiers de police judiciaire à compétences spéciales et des colonels, là, il faudrait bien que nous ayons des moyens pour subvenir à leur appel, à leur sollicitation, etc. Et on ne va pas leur dire qu'on va manger, ils vont manger simplement, ils vont manger comme les serpents, un peu. Je crois que c'est aussi humblement que possible que cela. Le cas de l'hôpital de Bimé-Massi, à un moment donné, quand nous avons fait les IRR, cet hôpital avait... C'est quoi les IRR? Les IRR, les initiatives à résultats rapides. C'est-à-dire, en 100 jours, vous avez éradiqué une poche de corruption. Et là-bas, ils avaient découvert qu'il y avait détournement de malades. Il fallait résoudre ce problème parce que les caisses, l'argent ne rentrait pas dans la caisse centrale. L'argent était éparpillé, qui prenait un malade, qui vendait les médicaments, etc., etc. Quand ils ont fait les IRR, leur budget est passé de 10 millions à plus de 100 millions ou 200 millions. C'est parce qu'ils ont eu le temps de dépenser un peu d'argent qui leur a permis d'engranger beaucoup. Et c'est tout le monde qui en a été bénéficiaire. Donc, dépensons 100 francs ou 1000 francs pour la lutte contre la corruption et on verra que ça va. On vient d'engranger à peu près combien? 8 milliards. Ne rien que pour une période. Hein. Oui. Ça, c'est une période simplement, c'est une période d'1 an. Ce n'est pas une période de 2 ans ou de 3 ans. Mais il y a eu d'autres engagements qui ont été faits et qui doivent être faits parce qu'il y a des dossiers importants de plus de centaines de millions qui nécessitent qu'on descende sur le terrain. Donc vous voulez dire que l'argent reste le nerf de la guerre, même dans le chantier de la lutte contre la corruption? Même dans le chantier de la lutte contre la corruption, il faudrait bien que nous nous investissions à cela. C'est entendu. Nous sommes à la veille de l'élection du président de la République, Paul Biya, qui a déclaré la guerre à la corruption. Et le président Paul Biya est candidat à cette élection. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du président Paul Biya? Ah là, je crois qu'il y a lieu d'abord de dire merci à cette volonté qui est la sienne, la volonté politique de lutter contre la corruption. Ça, c'est à soutenir et à encourager. Et nous pensons qu'il faudrait davantage que les uns et les autres soient aussi gagnés pour cette cause. Il faut vraiment bien que les Camerounais le comprennent. Les promesses faites par X ou Y, bon, nous ne sommes pas là-bas. Il faut s'intéresser à ce qui est concret, présent, actuel, que l'on vit. C'est ce qui a lieu de suivre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand une personne prend une initiative de réaliser quelque chose avec un plan mis en place, il faut bien suivre et comprendre de quoi il est question et permettre à la personne d'aller jusqu'au bout. Quand un père de famille a un plan d'action pour son fils, il sait où il veut amener son enfant. Et si l'enfant le suit, il deviendra quelqu'un, il deviendra quelque chose. Je crois que l'Afrique a cette valeur-là. Papa m'a dit, papa a dit, ou maman a dit, ou grand-père a dit, si je suis ceci, je deviendrai ceci. Je crois qu'il ne faut pas que les Africains perdent cette identité qui est la leur. Les parents sont une voix sourdine, mais efficace, de Dieu qui parle dans les cœurs. Les vieux, comme on le dit chez nous, un vieillard assis va plus loin qu'un jeune debout. Un vieillard assis voit plus loin
qu'un jeune debout. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Je crois qu'il faudrait bien que nous sachions gérer les patriarches. Et il en est un. Non seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Révérend Dr Dieudonné Massigams, nous sommes pratiquement à la fin de cet échange. Quel est votre mot de la faim ou peut-être de la soif? Mot de la faim et la soif qui est la nôtre, nous parlons comme citoyens camerounais, que personne d'autre ne construira notre pays en dehors de nous-mêmes. Et ça, c'est un défi que les Africains doivent relever, que les Camerounais eux-mêmes doivent relever. Et l'un des défis, c'est la lutte contre la corruption en épousant les orientations du chef de l'État et en implémentant la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Deuxièmement, que la lutte contre la corruption ne doit pas être un problème de la CONAC ou simplement des autres structures de lutte contre la corruption. C'est un problème national. Il faudrait bien que les uns et les autres le comprennent. Et le président de la République ne parle pas d'une affaire qui lui est personnelle. Il parle de l'intérêt d'un peuple, l'intérêt d'une nation, l'avenir du Cameroun. Je crois qu'il a commencé à parler de cela en 1982. Et il continue encore à en parler. Il faudrait bien que les nommés emboîtent le pas davantage et soutiennent cette action pour aboutir à l'émergence. Troisième chose, je parle comme clergé, comme membre du clergé. Et je dis, si nous sommes un pays fortement religieux, il faudrait bien que le religieux prouve sur le terrain que ce n'est pas le paraître qui est important, mais c'est l'être, le fait, le vécu. C'est ce qui est important. Et il faudrait se débarrasser de ce qui n'est... Je décris et continue à décrire comme historien de l'Église la simonie et les indulgences qui reviennent en force dans les pratiques religieuses, que ce soit chrétienne, que ce soit islamique. Cette simonie et ces indulgences prennent encore de l'ampleur aujourd'hui, condamnées par les réformateurs et jamais acceptées par le Christ. Jamais. Dieu n'accepte pas la corruption. On ne peut pas entrer au royaume de Dieu en commettant ce péché de la corruption. C'est un péché qui élimine les vies, qui élimine le progrès, qui ne permet pas aux autres d'émerger. C'est un péché. Et il faudrait maintenant que, à mon humble avis, que le clergé s'engage aussi à la lutte contre la corruption. Dernièrement, nous avons dit dans notre rapport que nous attendions aussi les rapports du clergé. N'est-ce pas? Il ne faut pas seulement que nous voyions la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Non, la paille qui est dans l'œil de l'autre, au lieu de voir la poutre qui est dans notre œil. Enlevons d'abord la poutre qui est dans notre œil pour enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Voilà ce que je peux dire. Mais je dis, nous sommes interpellés, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à construire le monde. Dieu créa l'homme, il lui donna la femme, et ils doivent gérer le monde ensemble, dans la crainte de Dieu, parce que chacun d'entre nous a à rendre compte, non seulement à la société, mais aussi à Dieu. Voilà ce que je peux dire en définitive. Révérend Dr Dieudonné Massigams, merci d'avoir répondu aux questions de PRC-TV. C'est moi qui vous remercie pour l'initiative prise et merci beaucoup parce que vous serez pour nous aussi les relais pour la population camerounaise. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale anticorruption. Vous êtes également pasteur de l'église presbytérienne camerounaise depuis 1979 et auteur de plusieurs ouvrages, dont
celui intitulé « Lutte contre la corruption et restauration morale au Cameroun » paru aux éditions Clés en 2014. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé la grande interview sur PRC TV. À bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.